Banque Populaire est la première banque des entreprises. Je me posais des questions sur le partage de la valeur pour mes salariés. Elodie, ma conseillère Banque Populaire, m'a proposé une solution d'épargne salariale sur mesure, rapide à mettre en place et que je peux piloter en ligne. C'était simple et surtout, ça a fait des heureux. Accompagner nos clients sur tous les territoires avec des solutions adaptées à leurs besoins, c'est ça, être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 banques populaires, première banque des PME. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entretenus à la Maison Blanche. Donald Trump a commencé par des louanges sur l'amitié entre la France et les États-Unis. Il y a une vraie relation personnelle qui était tissée entre les deux présidents dès le début. Sur son amitié aussi avec Emmanuel Macron. Ils sont étreints, beaucoup flattés. Mon ami, c'est comme ça qu'il l'appelle et il l'a répété à plusieurs reprises. J'aime ce qui se passe. Mais on est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous. Tu peux pas être faible face au président Poutine. Oui, non, parce que les gens sont pas obligés de savoir tout ça. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a dit, mais c'est la langue la plus élégante et la plus belle. Serpent, je ne mange pas de ce pain-là. OSS 117 à la Maison Blanche. Merci Julien pour cette intro. On va parler évidemment de cette rencontre Trump-Macron hier. Alors, est-ce un tournant dans les relations internationales et est-ce qu'Emmanuel Macron a sauvé l'Ukraine ou bien est-ce que c'est quelque chose qui ne sert à rien vu que Trump a décidé de reprendre toutes les affaires courantes avec la Russie. On va parler aussi bien sûr de Boualem Sansal qui est toujours en prison depuis le mois de novembre en Algérie avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et co-animateur du comité pour la libération de Boualem Sansal. On parlera bien sûr avec Philippe Carsanti, porte-parole du comité Trump France de cette rencontre Trump et Macron. Et puis on aura Alain Juillet, ancien directeur du renseignement au sein de la DGSE, qui sera notre invité pour parler justement de la marche du monde et de tout ce qui se trame. Et puis, j'ai été surpris aussi, l'édito sera sur la disparition de Devenir Brigitte de toutes les plateformes d'achat de livres en ligne. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et animateur du comité de soutien pour la libération de Boualem Sansal. Bonjour. Bonjour Alexis Poulain. Merci d'être avec nous. Alors, depuis novembre 2024, Boualem Sansal est retenu en prison par l'État algérien. On ne sait toujours pas plus, si ce n'est qu'il a entamé une grève de la faim ces derniers jours. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire un point sur l'état de santé de Boualem Sansal et si vous avez pu entrer en contact avec son avocat ? Oui, enfin, son avocat, on est en contact avec son avocat français, dont vous savez que les autorités algériennes ne veulent pas, pour des raisons qui ont été indiquées, notamment du fait que un avocat d'origine juive semble déplaire manifestement au régime algérois. L'avocat n'a pas de visa pour l'instant. Une rumeur circule à l'heure où je vous parle à Alger, mais une rumeur qui relève de la manipulation du régime algérien, comme quoi Boualem Sansal aurait déconstitué tous ses avocats, y compris l'avocat français, ce qui est bien évidemment faux, puisqu'on a pu s'entretenir il y a quelques instants avec Maître Zimré, qui bien évidemment infirme cette rumeur qui est véhiculée d'ailleurs par El Watan, l'un des médias proches du pouvoir. Alors, concernant Boualem Sansal aujourd'hui, il est... vous savez, il fait des allers-retours entre la prison de Koléa et l'hôpital Mostapha où il est soigné pour un cancer. Nous ne savons pas exactement, enfin contre un cancer, nous ne savons pas très exactement quelle est la nature des soins, quelle est la nature des soins qui lui sont prodigués. Nous ne savons pas finalement les médecins qui, nous ne connaissons pas l'identité des médecins qui le soignent. Ce que nous savons, c'est que il a un certain nombre de radiothérapies, mais que une fois ces radiothérapies effectuées, il est quasiment remis tout de suite dans sa cellule de Koléa. Alors, 80 ans, un cancer, plus vraisemblablement une grève de la faim, on ne peut pas considérer que, si vous voulez, les conditions soient réunies pour que l'on puisse traiter de manière optimale la pathologie dont souffre Boualem Sansal, au-delà du scandale que constitue bien évidemment son arrestation et son incarcération, on ne peut plus arbitraire. Oui, puisque les bases de cette incarcération se font sur quel grief en réalité, puisqu'il avait l'habitude d'aller en Algérie sans aucun problème jusqu'à présent. Oui.
Oui, alors si vous voulez, Boualem Sansal est vraisemblablement la victime de la dégradation accélérée des relations qui n'ont jamais été bonnes d'ailleurs entre la France et l'Algérie. On va en parler, bien sûr. La reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental a constitué le facteur déclencheur de cette dégradation accélérée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas d'issue rapide, malheureusement, à cette situation. Il y a manifestement du côté d'Alger la volonté de durcir toujours plus les relations avec la France. Et malheureusement, du côté français, on n'a pas une ligne qui est très claire. Entre d'un côté, une ligne de très grande fermeté de la part du ministre de l'Intérieur, que nous appuyons, nous d'ailleurs, de l'autre côté, au niveau du comité de soutien. On a écrit une lettre récemment, une lettre ouverte au président de la République, parue dans le Figaro, où nous demandons que la France prenne toutes les mesures qui s'imposent pour maintenant faire pression sur les autorités algériennes, notamment en matière de visa, mais pas seulement. Et puis de l'autre côté, une ligne qui est défendue manifestement par le Quai d'Orsay, celle de Jean-Noël Barrot, qui est une ligne en disant on négocie, on négocie, on négocie. Le problème, c'est que ça fait 3 mois qu'on négocie et 3 mois que la situation de Boualem Sansal empire sur le terrain. Donc on voit bien que la stratégie qui a été privilégiée, qui pouvait se comprendre au début d'ailleurs, une stratégie de la retenue et de la réserve, n'a pas fonctionné. Au contraire, elle alimente le ressentiment algérien. Oui, de chaque côté. Hein. On sent que les relations France-Algérie se dégradent à vitesse grand V. De ce côté-ci, en France, c'est les influenceurs algériens TikTok qui sont jugés. Zazou Youssef qui a été condamné par le tribunal de Brest à 18 mois de prison ferme pour provocation directe à un acte de terrorisme sur des propos tenus sur TikTok. On a eu hier également à Montpellier 6 mois de sursis requis contre Doualem, autre influenceur de 60 ans sur TikTok. Et comme vous le dites, on a l'impression qu'au gouvernement, c'est la cacophonie entre d'un côté Bruno Retailleau qui en a fait un cheval de bataille de cette relation avec l'Algérie, avec la difficulté des OQTF, et puis le Quai d'Orsay qui semble être dans une toute autre philosophie. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'à une semaine de distance, vous avez eu sur une chaîne CNews le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est venu réaffirmer la volonté de fermeté qui était la sienne dans cette affaire Boualem Sansal, en disant il faut maintenant utiliser tous les leviers que nous avons à notre disposition pour faire pression sur les Algériens, dont les accords de 68, dont les visas diplomatiques, dont éventuellement les comptes d'un certain nombre de hiérarques algériens. Et puis une semaine plus tard, Jean-Noël Barrot, qui sur la même chaîne vient nous expliquer qu'il faut négocier, et que ce n'est pas le rapport de force qui permettra d'avancer. Donc on voit bien qu'il y a une ligne de flottement à l'intérieur du gouvernement et que, en effet, le pouvoir algérien bénéficie de nos divisions, clairement, en l'occurrence, et joue sur nos divisions pour finalement ne rien céder. Donc, est-ce que ça peut durer longtemps? Nous, on est très inquiets, encore une fois, parce que l'alignement des planètes est très négatif pour Boualem. Il est en prison, encore une fois, il a 80 ans, je ne le cesse de le répéter, il est malade, il fait peut-être une grève de la faim. Donc, dans ces conditions, on ne peut être que extrêmement inquiet devant la dégradation de la situation, des conditions de détention de Boualem Sansal. Donc, il est évident qu'il va falloir qu'à un moment donné, l'exécutif français change de braquet si on veut arriver à une solution rapide. Parce qu'à 80 ans, vous ne pouvez pas attendre. Non, voilà. Justement, quand vous dites l'exécutif français... Je termine là-dessus, Alexis. Il faut bien que les autorités françaises et que M. Barrot, qui n'a pas 80 ans, comprennent qu'à 80 ans, on ne peut pas attendre quand on a un cancer, quand on est malade, quand on est retenu de manière arbitraire. Les propos du ministre des Affaires étrangères ne sont pas à la hauteur. Je le dis de manière très claire par rapport à la situation de Boualem Sansal. On attend autre chose d'un ministre des Affaires étrangères que de nous raconter sur tous les tons, sur toutes les modalités qu'il faut négocier. La langue de bois diplomatique, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Mais justement, la diplomatie, c'est quand même la prérogative du chef de l'État. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une prise de parole? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de la part de l'Élysée, d'Emmanuel Macron, pour dire « stop, ça suffit, c'est inacceptable » Parce que sur ce dossier, c'est peut-être au président de s'engager. Écoutez, il y a une semaine, nous avons appris, je dis bien il y a une semaine, nous avons appris qu'il y avait des pressions qui s'étaient exercées sur Boualem Sansal
pour qu'il récuse son avocat français, maître Zimré, parce que vous comprenez, un avocat, on lui a fait comprendre, un avocat d'origine juive, ça va être très difficile s'il vient à Alger pour le protéger. C'est ça qui a été dit à Boualem Sansal. Boualem Sansal, bien évidemment, il rentrait dans une colère froide et a éjecté, il n'y a pas d'autre mot, ses émissaires de sa cellule. Il n'y a pas eu une réaction du gouvernement français quant à cette provocation algérienne. On aurait pu attendre quand même que le gouvernement français manifeste au moins une protestation officielle quant à l'expression d'un antisémitisme à peine dévoilé quant à l'avocat l'avocat constitué pour la défense en France de notre ami Sansal. Non, les seuls à avoir finalement émis une réserve, une protestation, c'est bien évidemment le bâtonnier en France, de Paris, mais également le comité de soutien. Donc, on a véritablement, vous avez raison, des questions que l'on peut poser par rapport au silence aujourd'hui des autorités françaises au regard d'un certain nombre de provocations systématiques de l'État algérien. Et puis il y a la question quand même silence de l'Élysée qui pose question et puis sur la difficulté aussi de faire avancer le dossier avec la pression qui pourrait être mise sur les autorités algériennes avec notamment les visas diplomatiques ou du moins les visas pour qui ne sont pas pour les dirigeants algériens en disant aujourd'hui quels sont les moyens de pression qu'a la France concrètement. On l'a dit, on a encore une fois on a publié une lettre la semaine dernière, il y a moins d'une semaine maintenant, il y a 6 jours, une lettre ouverte au président de la République dans laquelle, notamment, on dit parmi les mesures à prendre, il faut mettre fin à l'accord qui avait été signé, l'échange de lettres de 2007 ou de 2008 entre Bernard Kouchner, à l'époque ministre des Affaires étrangères, et son homologue algérien de l'époque sur le fait que il n'y avait pas besoin de visa pour les diplomates, enfin pour les proches des diplomates, les familles des diplomates. Donc on peut largement aujourd'hui mettre fin à cet accord. Ça serait une première mesure à prendre. Elle n'a toujours pas été prise en l'occurrence. Donc il y a des leviers qui existent clairement pour faire pression sur, en effet, l'exécutif algérien. Faut-il encore avoir le courage de les utiliser? Parce que de toute façon, tous ceux qui connaissent aujourd'hui la nature profonde du régime algérien, notamment des Algériens opposants, nous disent de toute façon ce régime ne connaît que le rapport de force en l'occurrence et que si on ne lui impose pas le rapport de force, il ne bougera pas. Je rappelle que Boualem Sansal n'est pas le seul aujourd'hui à subir les foudres du pouvoir algérien. Nous avons en France un jeune caricaturiste, Gilis Aïnouch, qui heureusement est réfugié en France, qui vient d'être condamné la semaine dernière à 20 ans de prison par contumace, tout simplement pour ses dessins. Il faut savoir que les éditions Frantz Fanon, qui sont pourtant des éditions historiques en Algérie, ont été fermées par le pouvoir algérien parce qu'elles avaient eu l'impudence aux yeux du pouvoir algérien de publier un livre sur l'Algérie juive. Celui qu'on a appelé le poète du Hirak, un jeune Algérien, vient d'être condamné il y a de cela quelques semaines à 5 ans de prison. Donc, si vous voulez, il y a une répression qui s'abat sur toutes les voix critiques et les rares voix critiques qui osent s'exprimer en Algérie. Donc, il y a, je crois, aujourd'hui, la nécessité d'être lucide sur la nature de ce régime et d'arrêter à un moment donné de considérer qu'on discute avec une démocratie. Non, contrairement à ce qu'a dit De Villepin, l'Algérie, je veux dire, est bel et bien aujourd'hui un régime qui est un régime qui a une nature profondément dictatoriale. Donc il faut le traiter comme tel et surtout, lorsqu'on a un de nos compatriotes qui est emprisonné, faire en sorte que l'on puisse prendre en effet les mesures qui permettront de le libérer. Et ce n'est pas manifestement ce qui, pour l'instant, a été fait. Oui, on sent que dans le rapport de force, la France est clairement en position de faiblesse. Enfin, quand on sait que le terroriste de Mulhouse a été refusé une dizaine de fois par l'Algérie, malgré l'OQTF, et que c'est ça sur je ne sais pas combien de dossiers d'obligation de quitter le territoire français de ressortissants algériens, l'Algérie fait ce qu'elle veut. C'est l'Algérie qui mène le jeu, clairement. Pour être clair, aujourd'hui, dans la relation franco-algérienne, c'est l'Algérie qui mène le jeu. C'est l'Algérie qui maîtrise l'agenda.
c'est l'Algérie qui nous impose ses diktats. Enfin, c'est l'Algérie, c'est le régime algérien. Parce que moi, soyons clairs, hein, nous ne confondons pas le régime algérien avec les Algériens et avec le peuple algérien. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'opposants algériens en France qui ne peuvent pas se manifester publiquement, qui nous le disent, avec lesquels on est en contact, qui ne peuvent pas se manifester publiquement parce que tout simplement, ils ont peur, parce qu'ils ont de la famille là-bas. Ouais. Donc c'est ça la réalité de ce régime. C'est un régime qui manipule, c'est un régime qui réprime toutes les voix qui sont les voix, en effet, d'opposition, et c'est un régime qui aujourd'hui impose à la France ses conditions, ses prérequis, et la France reste pour l'instant dans l'incapacité, malgré par exemple la bonne volonté là sur ce dossier clairement du ministre de l'Intérieur, de répondre aux provocations algériennes. Moi j'attends beaucoup, et on est beaucoup à attendre du comité interministériel qui va avoir lieu ce mercredi sur l'immigration, parce que évidemment le sujet algérien y sera traité, et on attend des mesures qui soient des mesures fortes, en l'occurrence, parce que c'est évident qu'à partir du moment où l'Algérie refuse de reprendre ses OQTF, il y a un moyen de pression, hein, c'est de dire plus un visa jusqu'à ce que vous n'appliquiez pas les mesures que l'on vous demande d'appliquer. C'est-à-dire que vous ne donnez pas de laissez-passer consulaire, ou vous venez au contraire encore complexifier par des refus permanents les mesures d'expulsion. Et bien dans ce cas-là, je veux dire, nous, on va devenir beaucoup plus restrictifs sur les visas. Et il faut le faire savoir en l'occurrence. Ouais, c'est ça qui est terrible. Mais la provocation initiale, on peut dire, ce qui a déclenché cette nouvelle crise, hein, puisque les relations France-Algérie sont tendues différemment de par le temps, ça a été la reconnaissance par la France du Sahara occidental pour le Maroc. Et ça a été la ligne rouge, visiblement, qui a déclenché les hostilités. Vous avez raison, et c'est ce qui montre, si vous voulez... Il y a de cela il y a une semaine ou 10 jours, c'est passé un événement qui est un peu passé sous les radars ici en France, mais qui n'est pas passé sous les radars aux yeux du régime algérien. On demande par exemple au comité de soutien, on nous envoie des messages plus ou moins subliminaux en nous disant faites attention, il ne faut pas exaspérer encore plus les Algériens qu'ils ne le sont, parce que ça pourrait nuire à Boualem Sansal. Nous, on veut bien entendre ce discours et on est prêt à l'entendre. Mais le problème, c'est que dans le même temps, on envoie la ministre de la Culture, Madame Rachida Dati, qui n'a pas brillé, c'est le moins qu'on puisse dire, pour son soutien à Boualem Sansal, alors qu'elle est ministre de la Culture depuis 3 mois, au Sahara occidental. Ça a été si vous pensez que la visite, provocation supplémentaire. Si on pense que la visite d'une ministre de la Culture au Sahara occidental ne va pas encore plus exciter les autorités algériennes qu'elles ne le sont, je crois que, je veux dire, en matière de diplomatie, je pense qu'un certain nombre de personnalités, de responsables politiques au Quai d'Orsay ont des leçons à recevoir. Merci beaucoup, Arnaud Benedetti. Merci. On rappelle donc le comité de soutien pour la libération de Boualem Sansal, retenu par les autorités algériennes depuis novembre 2024. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Et alors, quelle surprise ce ne fut pas ce matin de découvrir que le livre de Candace Owen, Devenir Brigitte, Becoming Brigitte, avait disparu de toutes les plateformes d'achat en ligne, Amazon et toutes les autres, dans la nuit. Le livre qui explique que, soi-disant, Brigitte Macron n'est pas née Brigitte Macron et qu'elle l'est devenue, eh bien, ce livre a disparu. Alors, on va écouter Candace Owen, c'est cette journaliste influenceuse youtubeuse américaine qui fait beaucoup de business avec cette affaire qu'elle a repris de Xavier Poussard de Faits et Documents. Voilà ce qu'elle dit sur Jean-Michel. Is that Brigitte Macron was actually born Jean-Michel Trogneux. Where's Jean-Michel? Well, guess what, guys? He's missing. This is not normal. This is not... No. Where's Jean-Michel Trogneux? Peut-être faudrait demander tout simplement au Touquet, à tous ceux qui ont vu grandir Brigitte Macron, à tous ceux qui la connaissent en tant que femme depuis si longtemps. C'est vrai que dans ces épisodes YouTube, il n'y a pas de preuves à apporter sur le fait que Brigitte Macron est née homme et qu'elle a changé de sexe. Il y a beaucoup d'éléments qui sont mis là avec Xavier Poussard et qui font qu'aujourd'hui, cette théorie est devenue une théorie numéro 1 qui a attiré des millions de gens sur la chaîne de Candace Owen. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est de voir ce livre disparaître des plateformes. Livre, je le rappelle, qui était en auto-édition.
Et surtout, qui a demandé et sur quelle base? Alors, il y a peut-être une procédure judiciaire dont on n'est pas au courant, qui fait que le livre a été retiré des ventes. En tout cas, il y a un truc qui s'appelle l'effet Streisand. Et quand vous interdisez quelque chose, ou quand vous en parlez pour dire il faut surtout pas y aller, vous avez envie d'y aller, de le chercher et de le lire. Et j'ai l'impression que c'est encore quelque chose qui va permettre de faire campagne pour le livre Devenir Brigitte de Candace Owen, qui explique tant bien que mal que Brigitte Macron aurait été un homme par le passé. Je rappelle que Brigitte Macron a porté plainte pour diffamation et pour cyberharcèlement dans cette affaire, que plusieurs personnes se sont retrouvées en garde à vue dans le cadre de cette affaire, que Xavier Poussard, le journaliste qui a le premier sorti cette affaire sur la base des allégations de Natacha Ray, est en Italie et se dit menacé ou du moins poursuivi entre guillemets par les autorités françaises. Bref, une affaire opaque qui fait qu'on en parle au plus haut sommet de l'État. N'empêche qu'hier, Donald Trump a salué Emmanuel Macron et sa ravissante épouse à l'issue de leur rencontre. On en parle d'ailleurs tout de suite avec notre invité. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Philippe Carsanti, porte-parole du comité Trump France. Bonjour. Bonjour Alexis. Alors, est-ce qu'on parle de Brigitte Macron là-bas, à la Maison-Blanche? Vraiment pas. En revanche, on a parlé de la rencontre avec Emmanuel Macron, en long, en large et en travers. C'est le premier chef d'État européen à être reçu à la Maison-Blanche depuis l'investiture de Donald Trump. Alors, il y a eu 2 vidéos hier qui ont circulé. Une où il arrive d'abord par une porte dérobée et où Donald Trump ne le salue pas parce qu'il arrivait là pour la réunion du G7 qui était présidée par Justin Trudeau, réunion en téléconférence. Et là, Donald Trump ne l'a pas salué. Puis il y a une deuxième fois dans la journée où il revient à la Maison-Blanche et où cette fois-ci, il est reçu par Donald Trump. Et une vidéo d'ailleurs de la Maison-Blanche qui montre la relation entre Trump et Macron. Ils s'entendent bien les deux quand même. Oui, il y a une relation humaine qui est bonne. Maintenant, si on doit comparer, vous savez, j'ai vécu un moment assez étonnant hier en regardant une chaîne de télévision que j'aime bien regarder pour comprendre quelle est la position du gouvernement français. J'aime bien regarder BFM TV de temps en temps. Ouais. Et donc j'ai vécu un moment étrange où c'était un peu la Pravda. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression d'être sur Pravda époque soviétique, où on nous racontait c'est quasiment tous des porte-parole du gouvernement, à l'exception de Philippe Etienne, l'ambassadeur, qui avait un certain regard critique. Mais le reste, c'était vraiment Macron a renversé la table. Oui. Macron est allé sur place. Il a changé même l'opinion de Trump. Alors qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Trump a fait avaler à Macron 100% de ce qu'il voulait, absolument 100% de ce qu'il voulait. Macron est allé, il a souri. Il m'a fait un petit peu penser, Macron, vous savez, au garçon de café qui arrive, à qui on passe la commande, et puis ensuite qui va en cuisine, qui dit bon, écoutez les gars, voilà, une entrecôte pour la 2, un café pour la 3, etc. Et après, il était tout souriant, il était tout content. Il va revenir en Europe, il va donner les ordres qu'il a reçus. Et puis voilà, quoi. Donc mais en tout cas, c'est bien, parce que, vous savez, l'objectif, quand on a 1 million de victimes ukrainiennes et russes confondues pendant 3 ans, c'est quoi la solution qu'on propose à l'arrière? C'est quoi? C'est-à-dire que c'est de continuer la guerre, encore plus de morts? Ça m'amuse, enfin ça m'amuse pas tellement, mais voir tous ces généraux de plateau, tous ces pseudo-experts nous dire qu'il faut continuer la guerre, il faut surarmer, continuer à armer, ils sont prêts à voir mourir jusqu'au dernier Ukrainien pour ne pas avoir eu tort il y a 3 ans, quand il était possible d'arrêter la guerre très tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est une question d'ego. Il y a 2 choses quand même très différentes, c'est-à-dire qu'il y a les États-Unis de Donald Trump qui changent totalement de pied sur la diplomatie, notamment à l'égard de l'Ukraine. C'est un changement total sur ce qui se passe. Pendant que BFM disait qu'Emmanuel Macron avait changé la vision de Trump et qu'il avait été un formidable avocat de la paix et qu'on allait voir ce qu'on allait voir avec notre président, les États-Unis à l'ONU votaient avec la Russie contre une résolution de l'ONU pour reconnaître les frontières de l'Ukraine avant la guerre. Donc là, la position des États-Unis, elle est claire. Pas d'OTAN pour l'Ukraine, pas de retour aux frontières, donc les territoires pris par les Russes resteront russes, et puis un retour sur investissement avec Trump qui a reparlé des terres rares, du deal énergétique, en disant nous, notre argent, on l'a pas donné, contrairement aux Européens. Ça s'appelle du pragmatisme, ça s'appelle du réalisme. C'est-à-dire qu'en fait, Trump sait très bien, par exemple, la Crimée, parler aux Russes, aux Ukrainiens. Tout le monde sait que la Crimée a toujours été
russe. Donc à part la période où Khrouchtchev l'a donné à l'Ukraine. Bon, donc tout le monde sait que la Crimée est russe. Pour ce qui concerne les territoires conquis, on va faire quoi? Ça fait 3 ans que les Ukrainiens se battent. On va faire quoi? On va aller envoyer des hommes, on va y envoyer des Français. Vous savez, quand j'étais dans le taxi qui m'emmenait chez vous, et je vous promets que c'est incroyable, j'ai vu des affiches déjà fleurir dans Paris où il y avait écrit « Macron, nous n'irons pas mourir pour l'Ukraine ». Déjà? Premier, au coin de la rue de chez vous, vous l'avez, et c'est assez étonnant. Je sais qui a mis cette affiche. C'est écrit blanc sur noir. Et en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'en fait, on ne va pas continuer cette guerre qui est une boucherie pour l'Ukraine. Il y a plus de 30 millions d'habitants maintenant. Et pour la Russie aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est censé être du côté de l'Ukraine, on est censé défendre l'Ukraine. Si on aime les Ukrainiens, on ne veut pas que les Ukrainiens meurent. Vous savez, c'est quand même toujours la même chose. Alors, donc, et on n'a pas envie, personne. Moi, je n'ai pas envie d'envoyer mes enfants se battre pour récupérer la Crimée. Pas grand monde n'a envie d'envoyer ses enfants de battre pour récupérer la Crimée. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, l'envoi de ces troupes au sol, ce ne sont pas des troupes belligérantes. Absolument. La Russie est d'accord, les États-Unis sont d'accord en disant si les Européens veulent envoyer des troupes, ce serait pour faire respecter un accord de paix et que tout se passe bien. Le problème de ces troupes européennes, notamment britanniques, françaises et polonaises, ce serait éventuellement un accrochage qui serait là entre troupes russes restées sur les territoires occupés ou repris par la Russie et les troupes européennes. Et là, est-ce que ce ne serait pas l'excuse pour que l'OTAN entre en guerre de manière frontale contre la Russie ? Alors, j'espère que non, parce que en fait, l'alternative, c'est continuer la guerre, une guerre d'attrition où on a des morts de tous les côtés et ça continue, ou bien c'est la 3e guerre mondiale. Qui veut ça ? Non mais personne. Qui veut la 3e guerre mondiale? D'ailleurs, Trump l'a dit, surtout pas. C'est le scénario qu'on veut absolument éviter. Ça n'a aucun sens. Et qui peut vouloir ça? Donc en fait, le seul aujourd'hui qui est un tout petit peu de ce côté-là, on dirait que c'est Zelensky qui a envie de nous entraîner lui dans la guerre pour continuer. Il est temps d'arrêter, il est temps de passer à autre chose, trouver une solution diplomatique. Et encore une fois, les territoires perdus ne seront pas récupérés, ni militairement, ni diplomatiquement. Et aussi, il y a une chose importante, c'est que la situation sera figée sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une reconnaissance internationale des nouvelles frontières de la Russie et de l'Ukraine. Non, ce sera une situation. Regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe à Chypre. Chypre est occupée par la Turquie, qui est membre de l'OTAN depuis plus de 50 ans. Regardez, il y a plein d'endroits comme ça dans le monde où les frontières évoluent. Alors, il y a les frontières, et puis il y a aussi ce qu'a dit Trump pendant la conférence de presse, ou du moins le point presse, à la question, est-ce que pour vous, Vladimir Poutine est un dictateur? Il n'a pas répondu par l'affirmative, alors que quelques jours avant, il expliquait que Volodymyr Zelensky est un dictateur. C'est quand même un numéro de haute voltige, là, de la part de Trump. Ouais. Vous savez, vous avez entièrement raison. On a regardé. Bon, je pense qu'il s'est envolé quand il est parti en traitant Zelensky de dictateur. Je pense que son sondage à 4% n'est pas exact, mais le sondage que nous balancent les Ukrainiens n'est pas exact non plus, à 57% n'est pas exact. Je crois que les gens en ont vraiment marre de cette guerre partout. On a tous envie que ça s'arrête. Sauf ceux qui en profitent. Et encore une fois, n'oubliez pas quand même que l'Ukraine a toujours été un pays ultra corrompu, qu'à l'époque de Joe Biden, le fils Biden touchait $50 000 de Burisma, une compagnie d'hydrocarbures, alors qu'il n'a aucune compétence ukrainienne ni compétence par mois, $50 000 par mois. Oui, par mois, dans les hydrocarbures. Donc l'Ukraine est un pays ultra corrompu. La semaine dernière, j'étais à Courchevel, et je peux vous dire qu'on voit un nombre d'Ukrainiens, de plaques ukrainiennes incroyables. Comment se fait-il que, et je peux vous dire que ça coûte extrêmement cher, comment se fait-il que ces gens aient tous ces moyens? Donc il est temps d'arrêter. Il y a beaucoup d'argent qui a été détourné dans cette guerre, et Trump a vraiment dit maintenant ça suffit. Oui, d'ailleurs Trump veut savoir où est allé l'argent, il l'a demandé. Les Européens, pas du tout. On a l'impression que les États-Unis reviennent à une réelle politique qui a toujours été un peu la boussole. Les Européens sont tombés dans une vision idéologique du monde avec Ursula von der Leyen qui continue d'organiser des fonds pour l'Ukraine à fonds perdus. Là, c'est encore 3,5 milliards promis hier pour l'Ukraine, qui s'ajoutent aux 50 milliards. Il y a bien sûr les avoirs russes gelés en Europe dont les Européens veulent s'emparer pour financer l'effort de guerre en Ukraine et éviter que ça ne repose encore une fois sur le contribuable européen. Enfin, là, aujourd'hui, est-ce qu'on a quand même, au-delà des déclarations de façade et des mises en scène, une rupture entre l'Union européenne et certains pays de l'Union européenne et les États-Unis
sur le dossier ukrainien. Alors pas seulement sur le dossier ukrainien, sur toute l'aide internationale, tout ce que j'appellerais moi les rétrocommissions. Vous savez, les fonds qui partaient, l'USAID des États-Unis, où on voit que l'argent partait, je sais pas, pour un spectacle trans en Serbie, 10 millions de dollars. On se demande où allait cet argent, au Guatemala, pour tout un tas de sujets incroyables. Donc on comprend bien que c'était de la corruption. Il est temps d'arrêter tout ça. Et je pense que sur l'Agence française du développement aussi, on doit se poser des questions de savoir où va l'argent, que fait-on de notre argent, comment dépense-t-on notre argent. Et vous savez, objectivement, la France va être mise face à ces réalités. Ça fait 80 ans que l'Europe, généralement, est protégée par le parapluie américain. Les Américains nous disent maintenant, prenez vos dispositions pour vous défendre vous-même. Donc il va falloir qu'on redistribue et redirige l'argent vers notre industrie de défense. Peut-être que ça nous contraindra à donner un petit peu moins d'argent à tous les clandestins qui viennent du monde entier et qui sont abrités tranquillement et grassement par la France. On en parlait hier justement avec Guillaume Bigot, député RN, qui a fait une commission d'enquête sur l'AFD, l'Agence française du développement. Et beaucoup de questions se posent effectivement sur l'allocation de ces ressources et le fait qu'elles reviendraient ou non à des entreprises françaises. C'est un gros sujet. Trump, lui, est présent sur tous les sujets. Pourquoi il a invité Emmanuel Macron en premier? Parce que la France a quand même une voix particulière dans cette crise ukrainienne. Il aurait pu inviter Keir Starmer, par exemple, avec la relation là aussi particulière entre Grande-Bretagne et États-Unis. Pourquoi c'est Macron le premier à venir? D'abord, il faudra lui demander, mais moi je crois que d'abord Macron, ils avaient une relation je dirais, humaine assez forte, qui s'entendent bien. Macron a invité Trump pour l'inauguration de Notre-Dame. La deuxième chose, c'est que Macron est malgré tout le leader de l'Europe aujourd'hui, le seul pays de l'Union européenne à avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, même si c'est Giorgia Meloni la préférée de Trump en Europe. Donc il était important que Macron y aille. Et puis bon, Macron n'a plus tellement grand-chose à faire en France, il n'a plus d'activité politique intérieure, donc je crois qu'il a le temps de s'occuper de l'extérieur. Il a le temps de s'occuper de l'extérieur et c'est ce qu'on voit avec ses réunions à l'Elysée et puis ce qui s'est passé hier à la Maison-Blanche. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant pour continuer de parler de cette rencontre Trump-Macron, mais surtout de l'avenir de l'Ukraine et puis des relations entre l'Europe, la Russie, les États-Unis, l'Europe, les États-Unis, la Russie. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve en plateau avec Philippe Carsanti, porte-parole du comité Trump France, pour parler de cette rencontre hier à Washington entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Donald Trump a bien fait comprendre lors de la réunion du G7 qui a eu lieu en amont de leur rencontre qu'il était un peu fâché de ce qui s'était passé en Ukraine, en disant que s'il était resté président, il n'y aurait jamais eu cette guerre. C'est clair. Sous la présidence Obama abandonne ses lignes rouges face à la Syrie. 6 mois plus tard, Poutine envahit la Crimée. Août 2021, Biden abandonne l'Afghanistan dans une débandade incroyable, abandonne 80 milliards de dollars d'armes aux talibans. 6 mois plus tard, Poutine envahit l'Ukraine. Donc, pendant les 4 ans de mandat de Trump a envoyé donc des missiles aux Ukrainiens en prévision pour qu'ils puissent se défendre. Poutine n'a pas bougé d'un poil. Et ce qui m'amuse aussi dans cette histoire-là, c'est que toutes les accusations de Trump, marionnette de Poutine, Trump tenu par un compromat de Poutine. Non, ce qu'on voit, c'est que Trump, il est fort et il est pragmatique, il est intelligent. On a face à nous des gens idéologiques, encore une fois, et c'est vraiment une question d'ego pour certains. Ils sont prêts à voir mourir jusqu'au dernier Ukrainien pour ne surtout pas reconnaître qu'ils se sont trompés pendant 3 ans. Ou pas, parce que pour eux, c'est pas forcément se tromper, comme vous dites. Cette guerre a fait la fortune de certains ou a permis d'accumuler encore davantage d'argent, malheureusement. Mais sur cette guerre, justement, par rapport à l'angle belliciste ou non, on a quand même là une dichotomie flagrante, enfin un fossé entre les États-Unis qui, d'un côté, qui vont reprendre les relations commerciales avec la Russie, qui reprennent les relations diplomatiques, sans aller jusqu'à faire la paix de Poutine, c'est bien ça la question, et de l'autre côté, les Européens
qui continue les sanctions, nouveau paquet de sanctions contre les Russes, qui veulent saisir les avoirs russes, qui ne veulent surtout pas parler. Parlons de Jean-Noël Barrot, par exemple, notre ministre des Affaires étrangères, qui explique avec béatitude que non, il ne répondra pas au ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, même s'il l'appelle au téléphone, parce que c'est pas le moment. Mais enfin, c'est quoi cette diplomatie complètement dingue? Alors d'abord, c'est l'Europe d'un don de la farce en permanence qui veut être plus ukrainien que les Ukrainiens, plus arabe que les Palestiniens, toujours dans l'excès, toujours à défendre les causes perdues. Mais pour vous, l'Ukraine, c'est une cause perdue? C'est une cause perdue dans le sens récupérer les territoires. Vous savez, quand vous écoutez Jean-Noël Barrot ou Benjamin Haddad, qui vous explique martialement qu'il va falloir que l'Europe aide l'Ukraine à récupérer la Crimée et les oblasts de l'Est, on marche sur la tête. Donc il faut vraiment arrêter ça. Il est vraiment temps de comprendre le niveau de notre diplomatie. Vous savez, regardez vraiment Jean-Noël Barrot. Je veux dire, écoutez-le parler, regardez prendre son air inspiré et donner des leçons au monde entier. On a la même chose avec Benjamin Haddad. C'est quand même assez déplorable, assez pitoyable. Dans le monde entier, on est la risée. Regardez, lisez les médias étrangers. La diplomatie française est ridicule. Et voir Macron faire le matamor, vous savez, quand j'entends un peu Jean-Noël Barrot, c'est un peu comme les Cubains, c'est hasta la victoria, siempre, siempre. Mais non, il n'y aura pas jusqu'à la victoire, mon ami. Ça va s'arrêter, la guerre va s'arrêter, et tu vas arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Le problème de l'arrêt de la guerre, et on l'attend tous avec impatience, sauf ceux qui voudraient qu'elle continue pour la paix, et ça c'est le discours orwellien de la Commission européenne et de certains partenaires, notamment les Britanniques, c'est l'idée de l'après-guerre. Et clairement, les Américains l'ont déjà préparé, à la fois sur le partage de l'Ukraine, d'une certaine façon Yalta, à l'ancienne. C'est les Russes et les Américains qui décident. Les autres, vous aurez des miettes ou rien du tout. Et puis surtout, sur la reprise des relations commerciales, je le disais, pour moi, c'est extrêmement important, puisque Trump l'a dit ouvertement devant Emmanuel Macron, on se remet à faire des deals avec la Russie, et surtout, on va récupérer le marché russe dont vous ne voulez plus, puisque vous l'avez coupé, à la fois sur l'énergie, mais aussi ces entreprises qui ont souffert des sanctions, entreprises européennes, obligées de partir, de vendre des assets qui coûtaient des millions pour des milliards, notamment l'industrie automobile, la grande distribution, etc. Et qui se retrouvent gros gens comme devant à dire et alors, qu'est-ce qu'on va faire une fois que la paix sera signée? Vous croyez que les Russes vont accueillir de nouveau des partenaires européens? Je pense qu'on est totalement décrédibilisé. Mais d'un autre côté, quand vous parlez des relations commerciales, il faut aussi comprendre que les Ukrainiens ont une certaine forme d'intelligence et qu'ils ont compris qu'en faisant une alliance avec les Américains, par exemple sur les terres rares, c'est très important. En disant aux Américains, vous allez venir les exploiter, ça leur donne une certaine garantie, puisque quand les Américains seront sur place, ce sera plus difficile pour les Russes de venir déloger ou de venir tirer sur les Américains étaient déjà sur place, d'où le conflit en Ukraine quand même. Oui, mais là, économiquement, avoir une présence économique minière va faire que ça va être beaucoup plus rassurant pour les Ukrainiens. Maintenant, en ce qui concerne l'Europe, l'Europe est toujours le dindon de la farce, et encore une fois, ou bien on change de braquet, c'est-à-dire que on comprend qu'il va falloir défendre nos intérêts, il va falloir défendre nos frontières, faire en sorte que ça s'arrête, que l'invasion migratoire s'arrête, et qu'on arrive à quelque chose de créer une vraie puissance pour se défendre face aux agressions. Et encore une fois, comme le disait J.D. Vance, le discours de J.D. Vance d'il y a 2 semaines est quand même de Munich est le discours le plus important qu'on a eu, dans la politique internationale depuis au moins 20 ans. Il nous dit en fait, si vous croyez que votre problème c'est la Russie ou c'est la Chine, non. Aujourd'hui, votre problème, c'est l'invasion de vos pays. Regardez comment sont vos rues, regardez comment sont vos villes, regardez comment sont vos banlieues. Et donc, c'est ça qu'ils sont en train de nous dire, les Américains. Ils nous disent, reprenez-vous en main. Et donc, si on ne se reprend pas en main, et je pense surtout à l'Europe occidentale, parce que l'Europe de l'Est se prémunit bien de ce genre de choses. Aller en Hongrie, moi, je vais de temps en temps à Budapest, c'est exceptionnel, contrairement à ce qu'on nous raconte. Et la dictature, ce qu'on vit en France, quand on voit, par exemple, qu'on ferme une chaîne comme C8, c'est vraiment en France que ça se parle. L'autocensure, c'est vraiment dans les médias. Moi, quand je vais parfois sur France Télévisions ou sur des autres chaînes d'information, j'ai des signalements ARCOM, parce que je rappelle, par exemple, que quand John Kerry nous disait que le réchauffement climatique allait faire que les calottes glaciaires allaient fondre 5 ans plus tard, ça n'était pas vrai. Et là, on m'attaque en disant je suis un climato-sceptique. Non, je suis contre le climato-catastrophisme qui nous impose de vivre. Et vous savez, encore une fois, ces choses-là m'amusent, parce que on vit un monde de fous. Les accords de Paris, soi-disant, c'est très important. On nous explique qu'il faut boire avec des pailles en papier. Non, Trump, il a dit ça suffit. Maintenant, vous allez boire avec des pailles en plastique comme tout le monde.
le gentil garçon qui est à Boulogne ou à Neuilly ou à Paris qui boit dans sa baille en papier, est-ce qu'il sait par exemple que quand, justement, je vais reparler de Cuba, j'ai été à Cuba il y a 2 ans, quand il va à Cuba, sur la plage à Cuba, là où vraiment il y a des tortues qui se prennent les pailles dans le nez, on vous met 10 pailles en plastique dans le verre et qui s'envolent au vent. Donc arrêtez de faire les Don Quichotte. Ça reste des mauvaises pratiques, c'est pas forcément non, mais ça reste des mauvaises pratiques. On peut boire sans paille, par exemple. Oui, non, on peut boire sans paille, mais ce que je veux dire, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la façon de nous contrôler surtout. Ouais. Même votre façon de boire, on va la contrôler. Les ZFE, on en parlait avec Alexandre Jardin, enfin ce genre de mesures cosmétiques c'est tout ça. Et dangereuses. Et c'est une forme de totalitarisme qu'on est en train de vivre en Europe. Absolument. Mais justement, une des questions centrales finalement de cette guerre d'Ukraine, comme de beaucoup de guerres, c'est l'énergie. D'un côté, Ursula von der Leyen qui disait c'est super parce qu'on va récupérer du gaz ukrainien et de l'énergie renouvelable qu'on va pouvoir faire, etc. De l'autre côté, les terres rares qui sont aussi le moteur maintenant des microprocesseurs pour l'intelligence artificielle, etc. Et on voit bien que là, les États-Unis sont encore grands gagnants, à la fois parce qu'ils ont l'indépendance énergétique, dig baby dig, et pas plug baby plug comme le disait Macron, donc creusez, faites des nouveaux puits, et puis de l'autre côté une politique internationale où les multinationales du pétrole américaines sont présentes partout, et notamment au Moyen-Orient, et maintenant le gaz en Ukraine avec Nord Stream, où il est question maintenant d'un rachat de Nord Stream potentiellement par des fonds américains. Oui, donc mais c'est encore une fois la situation qui est idéologique en Europe, où on veut arriver avec nos grands principes. Vous savez, cette forme de le gauchisme, j'appelle ça un narcissisme. Vous savez, le gauchiste, il aime bien se regarder dans le miroir. Oh, je suis bien, je respecte mon voisin, je respecte la planète, j'accueille l'étranger. Mais quand vous venez le voir, il dit attends, en 2 secondes, il y a un clandestin qui arrive, tu le prends chez toi? Non, jamais. Donc en fait, c'est une forme de narcissisme grotesque qui est en train de nous faire s'effondrer. Non, mais c'est vrai, on est en train de s'effondrer. Regardez, comparez. Oui. Vous savez, moi qui viens de la finance, regardez les marchés financiers. Ouais. Regardez comment les entreprises américaines. Vous prenez une entreprise américaine dont vous ne connaissez absolument pas le nom, elle vaut plus cher que la plus grosse entreprise européenne. C'est ça dont il faut prendre conscience. Nous sommes devenus des nains. Allez aux États-Unis, allez passer quelques jours, allez voir le niveau de vie des Américains par rapport aux nôtres. Je vous donne juste, vous savez, je veux donner un ordre pour que les gens comprennent. Un monsieur qui pose le papier, c'est-à-dire qui pose un colleur de papier peint, un Guatémaltèque sans diplôme gagne $8,000 à Miami par mois. Voilà ce qu'on doit comprendre. $8,000 net. C'est pas forcément le problème du gauchisme, je vous dirais. Vous savez, le problème de l'économie en France. Quand on sait que c'est le président de la République qui nomme le patron d'Aéroports de Paris, le patron d'EDF, le patron de la Poste, etc., c'est peut-être ça aussi, le fait qu'on laisse pas à des businessmen faire du business, et que c'est l'ENA qui a pris finalement des prérogatives avec ses serviteurs de l'État qui se retrouvent à des positions qui ne sont pas les leurs. Alors peut-être, vous avez raison. Mais enfin, quand vous avez le patron d'EDF qui alerte sur la fin de la filière nucléaire, est-ce qu'il est entendu par l'Élysée? Non. Quand vous avez les constructeurs auto qui disent mais c'est n'importe quoi ces mesures européenne, est-ce qu'ils sont entendus? Non. Donc le problème, c'est pas le gauchiste là, c'est le gouvernement, c'est les gens, les politiques. C'est le totalitarisme, c'est l'État, c'est l'étatisme en fait. Et l'étatisme pour moi c'est un gauchisme. Il y a 2 choses là-dedans très importantes à voir. Je préfère encore que ce soit nommé directement par le président de la République que par une fausse autorité, soi-disant comme l'Arcom, qui prétend et qui donne des chaînes et qui nomme les présidents de chaîne, alors qu'en fin de compte, ils ne sont que la courroie de transmission de l'État. Maintenant, en ce qui concerne ces dirigeants nommés, la différence avec aux États-Unis, c'est qu'ils doivent être validés et confirmés par le Sénat. En France, Emmanuel Macron peut demain vous nommer président de France Télévisions sans aucune confirmation qu'elle soit. Qu'il le fasse et on verra ce que ça donnera. J'ai de bonnes idées, non ? Merci beaucoup, Philippe Carsanti, d'avoir répondu à nos questions sur cette rencontre Trump-Macron. On va marquer une courte pause et se retrouver à 13h avec Alain Juillet, ancien patron du renseignement au sein de la DGSE, pour parler de l'état du monde, justement, et des services de renseignement. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité est Alain Juillet, ancien de la DGSE, responsable à l'intelligence économique auprès de plusieurs premiers ministres. Bonjour, monsieur Juillet. Bonjour. Alors, on va parler de beaucoup de choses pendant cette heure. On va commencer par d'abord la réunion Trump-Macron. On en parlait à l'instant. Emmanuel Macron est le premier chef d'État européen à être invité par Trump depuis son investiture à la Maison-Blanche. Est-ce que ça veut dire que la France a encore une position particulière dans la diplomatie internationale ? Je crois qu'il faut être très prudent là-dessus. Il y avait une réunion qui avait de tout. Il y avait 13 chefs d'État européens qui sont réunis à Kiev hier.
Bon, le français devait faire partie de ces 13... Enfin, il devait être le 14e, en définitive. Or, vous avez vu, le président Macron est allé aux États-Unis voir Trump. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il y a été effectivement pour le compte de l'Europe, ou est-ce qu'il y a été pour montrer qu'il existait ? Ça, c'est bon. Ceci dit, il a vraiment représenté l'Europe. Ce qu'il a dit, en tout cas, c'est évident. Il a défendu la position européenne. Bon, ce qui est intéressant de voir, comme ça, vous l'avez dit, et ça a été redit dans le journal, c'est que quand on fait le bilan, Trump n'a cédé sur rien. Oui. Et c'est nous qui sommes en train de faire le commencement d'un virage à 180 degrés qui n'est pas facile à faire, parce que quand les Européens, ou la plupart des Européens, ont pris une position extrêmement en pointe en ce qui concerne l'Ukraine, dans tous les domaines, maintenant c'est très difficile de faire machine arrière, donc peu à peu, alors on a commencé déjà, hier on l'a entendu, c'était par exemple, lorsqu'on nous a dit, eh bien monsieur Zelensky, le président Zelensky va venir bien la semaine prochaine à Washington pour signer l'accord sur, je dirais, la compensation des efforts de guerre américains, à savoir les fameuses terres rares. Ouais. Bon, il y a 2 jours avant, la France entière, comme l'Europe d'ailleurs, hurlait en disant mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes américaines d'imposer quoi que ce soit. Et puis non, là on voit qu'il n'y a même pas de discussion possible. Zelensky viendra et il signera parce qu'il n'a pas le choix. Donc en fait, la Pax Americana, ça existe encore. Hein. Les États-Unis sont la superpuissance qui peut imposer encore ce qu'elle veut à beaucoup de gens. Bah oui, parce que si vous voulez, il ne faut pas oublier que les États-Unis, avant Clinton, les États-Unis étaient impérialistes. C'était clair, ils disaient on a gagné la guerre du Pacifique, on a gagné la guerre en Europe, alors on décide et puis vous n'avez rien à dire. Il n'y avait eu que De Gaulle pour leur tenir tête parce qu'il les impressionnait. On le sait maintenant, quand même, il avait une stature et puis il avait les idées aussi pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Depuis Clinton, les Américains ont appliqué ce qu'on appelle le soft power, avec Clinton et sa femme, Hillary. Le soft power, c'était en définitive de dire on est beau, on est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, donc on s'entend bien parce qu'on est bien ensemble. Bon, c'était un mensonge éhonté, c'était de la manipulation d'informations, bien entendu, parce qu'on achetait les consciences pour qu'elles soient de votre côté. Ouais. Ça a marché pendant un certain temps. Et puis, c'est vrai qu'avec Bush, ça a eu quelques petits problèmes quand même, parce qu'il était plutôt brutal. Et puis ensuite, mais il restait dans cette logique, en définitive, en disant oui, mais on fait la guerre, non pas parce qu'on veut faire la guerre, mais nous, parce qu'on est obligé. On a eu un attentat chez nous, on fait la guerre, c'est logique. On a eu ensuite, Biden. Biden, bon, je ne parle pas de Trump première version, mais pas Biden. Biden, lui, par contre, c'était vraiment quelqu'un qui voulait faire la guerre. Il voulait faire la guerre à tout le monde. Ouais. On l'a vu, d'ailleurs, je me souviens, en décembre 2023 ou 22, quand il avait vu Xi Jinping pour la dernière fois, Xi Jinping lui avait dit, mais enfin, pourquoi voulez-vous nous faire la guerre alors qu'on peut parfaitement vivre 2 grandes puissances dans le monde ? Donc on voit bien comment c'était. Bon. Et les Américains, ils disaient pas trop les choses clairement. Biden commençait quand même. Ouais. Et alors là arrive quelqu'un qui joue cash. Alors déjà c'est terrible parce que il se cache plus. Si vous voulez, maintenant il dit pas ah ben non, nous on est gentil autre. Non, il dit non, nous c'est ça. Alors déjà bon ça surprend tout le monde parce qu'on dit mais en langage diplomatique il dit mais je m'en fous de la diplomatie. Moi c'est comme ça. D'ailleurs, il met à mal le soft power, puisqu'avec Elon Musk, il a démantelé, mis un terme à l'USAID en faisant un moratoire, en disant où va l'argent des contribuables américains. Absolument, l'USAID, c'est fantastique l'histoire de l'USAID, parce que si je prends la France, par exemple, on voit bien, maintenant qu'on connaît, on sait la répartition des fonds qui étaient donnés par l'USAID, ils ont été publiés aux États-Unis. Bon, on s'aperçoit, par exemple, que les journalistes, la fameuse internationale des journalistes qui ont fait les grands scandales, le Panama Papers et autres, bon, ces gens-là, en définitive, c'était financé par l'USAID. Et du coup, entre parenthèses, on comprend, ce que j'avais remarqué à l'époque, mais personne ne voulait pas dire, c'est que pourquoi il n'y avait jamais d'Américains qui étaient mêlés à ces affaires épouvantables au niveau mondial. C'est pour cause, c'est que c'est eux qui payaient. Donc évidemment, ils rayaient leur truc. Et là, c'est ça qu'on a aujourd'hui. On a vu l'USAID qui a financé tout le monde. Je découvrais là toujours Conspiracy Watch, qui a fait les redresseurs de tort. On parlait de gens, justement, le bien et le mal. Eux, c'était l'air pas entendu bien. J'en étais d'ailleurs une victime comme d'autres. Conspiracy Watch, je découvre avec un certain plaisir, en définitive, après coup, qu'ils étaient payés par USAID. Ouais. Donc, ils représentaient les intérêts américains. Alors, on comprend tout de suite beaucoup mieux
ce qui s'est passé. Et en France, on a eu, entre Soros, monsieur Soros, la Fondation Soros et l'USAID, on voit qu'on était sous une pression, une influence américaine terrible, mais qui était financée par l'État américain. C'est ça qui est drôle, parce que vous parlez d'influence américaine, là il est typiquement, on parle d'ingérence. Ah mais oui, mais quand je dis influence américaine, l'influence, au maximum de l'influence, ça devient de l'ingérence. Mais on y était. Et on y était en plein. Parce Exactement. que moi, ça me fait doucement rire de voir que, par exemple, l'Union européenne, la Commission a mis en place le bouclier démocratique européen, avec une commission du Parlement européen tenue par Nathalie Loiseau, une ancienne des fondations Soros, qui va parler de toutes les ingérences. Elle est toujours, oui, membre de CFR, je crois. Elle est membre, elle est du Conseil stratégique d'une grosse organisation de Soros. C'est ça. Et donc, ces gens-là se réunissent entre eux, parlent de toutes les ingérences, sauf de l'ingérence américaine. On a un ministre de l'Europe, Benjamin Haddad, qui est un ancien de l'Atlantic Council, qui est un outil de soft power américain, qui a été député d'Emmanuel Macron, qui est ministre aujourd'hui. Absolument, mais si vous voulez, on voit ce qu'on regarde et ce qu'on découvre, et il faut presque dire merci Trump, merci Monsieur Trump, on découvre aujourd'hui, c'est que la France a vécu ces dernières années avec une pression américaine interne par des gens qui étaient manipulés ou sous pression, peu importe la raison, qui étaient donc tous ces gens qui étaient manipulés poussaient la France dans un certain sens. Et on voit bien que dans l'affaire de l'Ukraine, on s'est fait manipuler, il n'y a pas d'autre terme, par ces Américains, derrière il y avait les néoconservateurs américains, qui poussaient dans le sens dans lequel on nous a amenés, et qui fait que maintenant, l'Amérique de Trump, qui elle, revient aux fondamentaux et dit allez, maintenant ça suffit, il n'y a plus de... Voilà ce qu'on va faire. On est bien ennuyé parce que nous, on s'est laissé embarquer dans des prises de position qui maintenant, évidemment, nous posent problème. Mais c'est tellement idéologique que ça en devient fou. Prenons l'exemple des sanctions contre la Russie. 16e paquet de sanctions qui a été décidé hier, alors que Trump, lui, à la Maison-Blanche, devant Macron, explique que les États-Unis vont reprendre des relations commerciales avec la Russie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, d'après, on le sait que ça va se passer comme ça depuis un certain temps. On sait qu'il va y avoir une trêve. Une trêve sur la ligne de front, c'est clair. Ça a été, on le sait très bien, c'est l'idée de Trump. Premier temps, après sur la ligne de front, comme ça on arrête la guerre, les massacres et les pauvres types qui meurent tous les jours. Deuxième temps, ensuite, on va discuter. On va discuter sur l'organisation du monde selon Trump, avec la place de la Russie dans cette organisation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Dans le cadre de la guerre contre la Chine, pas la guerre, il ne veut pas la guerre d'ailleurs, mais dans le cadre de la confrontation avec la Chine, Trump, qui veut arrêter le déclin américain et qui veut relancer l'empire américain, c'est clair, eh bien, il a besoin de la Russie presque comme allié, je dirais. Il a besoin d'éviter que la Russie devienne un allié trop proche des Chinois. Il nous reproche, il a raison, il nous reproche d'avoir poussé la Russie entre les mains de la Chine et donc d'avoir renforcé le pouvoir chinois alors qu'il fallait faire le contraire. Ça il nous le reproche, il n'y a pas de problème. Il reproche à son prédécesseur, mais à tous ceux qui l'ont accompagné, c'est-à-dire les Européens. C'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien maintenant, il va négocier avec les Russes, non pas seulement, il faut le savoir, l'Ukraine, c'est déjà pratiquement réglé le problème de l'Ukraine. Le problème de l'Ukraine, on sait très bien que les 4 provinces partiront du côté russe. On sait très bien que l'OTAN ne reviendra jamais là-bas sur place. Bon, on sait tout ça. Donc en gros, il n'y aura pas beaucoup de surprises sur l'Ukraine. Mais on aurait pu éviter tous ces morts quand même. Attendez, il y a une chose qui est terrible, quand on se souvient, c'est 2 mois après le début de la guerre, à Antalya, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Antalya. Il y a une réunion. Il y a eu un accord entre les Russes et les Ukrainiens, dans lequel l'Ukraine garantissait que jamais elle ne rentrerait dans l'OTAN, et que les provinces russophones, il y en a 6, on en parle des 4, mais il y en a 6, resteraient russophones, et il y aurait une espèce d'autonomie, compte tenu de leur pratique de la langue, il y aurait une certaine autonomie. Les Crimées, par contre, partaient côté russe. Ça, c'était réglé. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont signé, Zelensky a signé, les négociateurs des deux côtés ont signé. Boris Johnson, il l'a raconté, donc on peut le parler, le Guardian l'a raconté, le Washington nous l'a raconté ensuite. Il est allé voir Zelensky en disant, surtout ne signez pas cet accord, c'est idiot, on va gagner la guerre.
Et on sait depuis Trump qu'il a raconté que Biden a dit la même chose à Zelensky, ne signez pas, on va gagner la guerre. Donc vous vous rendez compte qu'il y a 2 mois après le début de la guerre, on avait la paix. Et depuis 3 ans, les gens se tapent dessus. Il y a, entre morts et blessés, au moins 500 000 morts et blessés. Au moins. On saura les chiffres vrais plus tard, parce qu'il y a de la manipulation d'informations de deux côtés. Donc il faut se méfier des chiffres qu'on nous donne, c'est pas les vrais. Mais même, au minimum, il y en a 500 000 morts et blessés. Mais vous vous rendez compte, on a fait tuer 500 000 jeunes ukrainiens pour rien, puisque on va arriver à un accord qui va être pire, quoi qu'il arrive, que ce qui était sera signé pire que ce qui était signé 2 mois après. Et ça, c'est grâce à cause de Boris Johnson, qui lui ne finira pas en prison. Exactement. Et pourtant, pour ça que ça fait mal au cœur. C'est criminel ce qu'il a fait, absolument. On va marquer une courte pause et puis on se retrouve dans un instant avec Alain Juillet pour continuer de parler de l'Ukraine, mais aussi de tout ce jeu d'empire et de pouvoir. Si vous souhaitez réagir, poser des questions, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. On se retrouve avec notre invité Alain Juillet, ancien du renseignement et haut responsable à l'intelligence économique auprès de plusieurs premiers ministres, pour parler du dossier ukrainien, entre autres, mais on aura sans doute d'autres sujets. Hier, alors on a surtout parlé de la rencontre Trump-Macron à Washington, mais il y avait à Kiev Ursula von der Leyen, Justin Trudeau et beaucoup de leaders européens autour de Volodymyr Zelensky pour dire tout à fait l'inverse finalement de ce qui se disait à Washington d'une certaine façon. Oui, c'est effectivement. D'une part, il y a eu les 13. Alors, c'est important, si vous voulez, parce que les chiffres deviennent importants, vous allez voir. Quand le président Macron a réuni à Paris, a fait une conférence ultra rapide pour réagir. 2 fois, deux réunions. Oui, 2 réunions, pour réagir, comme on dit. Bon, ils étaient 8, dont Madame Mélanie qui a dit « Je suis contre cette réunion, je suis venu pour le principe, mais je suis contre cette réunion ». Là, ils étaient 13. C'est pas beaucoup, sur 27. Plus, on ajoute le président Macron, parce qu'il était en Europe, il aurait été, ça fait 14. Sur 27. Ça veut dire qu'il y en a 13 qui ne veulent pas entendre parler de tout ça. Et là, je m'amuse pour le futur, en savoir comment ils vont faire avec les fameuses sanctions, quand on va avoir Trump qui va annoncer, parce que c'est inéluctable, il va l'annoncer dans le cadre des négociations, il négocie ça, ils vont supprimer les sanctions, ou la plupart des sanctions. Il a déjà commencé d'ailleurs à démanteler un des départements de sanctions contre les oligarques russes. Non mais c'est clair, il va tout, peu à peu ils vont tout démonter. Ça fait partie du deal, ça fait partie de la négociation. Bon, qu'est-ce qui va se passer? On va voir en Europe. On va dire quoi? On continue les sanctions, dont la dernière hier, ou alors on arrête les sanctions. Alors von der Leyen, elle va dire probablement on continue les sanctions, parce qu'elle a une position, elle veut avoir une position dure. Et puis au moins les 13 pays qui n'étaient pas hier, les 13 pays qui n'étaient pas hier présents, qui vont dire mais il n'est pas question, avec la Hongrie, la Pologne, qui vont dire mais il n'est pas question qu'on continue les sanctions, parce que c'est pas leur intérêt. Les Allemands, par exemple. Non, ça a ruiné l'Allemagne et la France, les sanctions. C'était bien joué de ce côté-là, du point de vue américain. Bon, ça a ruiné nos 2 pays. Les Allemands, vous croyez que le nouveau chancelier allemand qui doit dresser son pays à toute vitesse, il va continuer les sanctions, alors qu'il sait les sanctions, le pénalise directement? Bien sûr que en non. tout cas, Merz, qui est arrivé en tête des législatives ce week-end en Allemagne, il a une position très belliciste, expliquant que si Poutine n'arrête pas, il va livrer des Taurus à l'Ukraine, qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, que la Russie est un ennemi. Enfin, ça, c'est ce qu'il a dit pendant la campagne. D'accord, et puis après, ils vont dire « Ah, mais c'est formidable, la paix est là ». Tout ce qu'on voulait demander, on l'a obtenu, a été obtenu. Donc tout s'attendait à Trump pour que ça s'arrête. Mais bien sûr, mais comme toujours dans ces cas-là, il faut toujours qu'il y en ait un qui ait le courage d'y aller. C'est de parler surtout à l'ennemi, entre guillemets, mais c'est ça. Exactement, dire que de l'autre côté, tous les chefs de guerre, les présidents de guerre, en général, sont virés. Je pense à l'élection de Zelensky, la prochaine élection. Toujours, ils sont virés. Regardez Churchill, à la fin de la guerre, il avait mené la guerre pour l'Angleterre, il a été viré. De Gaulle, il a été viré. Ils sont tous... Quand on commande pendant la guerre, au moment où la paix est faite, le peuple ne pardonne plus à ceux qui ont mené la guerre, parce qu'ils disent maintenant il faut la paix, et il faut des gens de paix.
Alors justement, l'avenir de Zelensky qui se joue en ce moment, à la fois à Washington, mais aussi à Kiev surtout, le Parlement ukrainien qui n'a pas voté la loi qui aurait permis à Zelensky de rester en poste jusqu'à l'élection d'un prochain président. Trump qui pousse pour des élections avant des accords de paix. Poutine, lui, ne dit rien, mais attend en disant que nous, on ne veut pas négocier, on est prêt si jamais on n'a que ça, mais pour nous, ce n'est pas un interlocuteur légitime. On voit que là, il y a un calendrier qui se met en place d'élections en Ukraine, peut-être ? Bien sûr, mais on sait très bien que le plan Trump, il est en 3 étapes. Première, enfin, et puis avec un environnement, mais au niveau technique, c'est le cessez-le-feu sur la ligne de front, premier temps. Négociation dans un deuxième temps. Pendant qu'on négocie, il y a élection d'un nouveau président en Ukraine. Et ensuite, il y a signature par le nouveau président de l'accord avec les Russes et les Américains. Ouais. C'est ça le problème. Or, il ne faut pas oublier que Zelensky, quand il y a 2 ans, il y avait l'élection présidentielle. Bon, il a dit, et ça justifiait, il a dit, mais nous sommes en guerre, on ne peut pas faire l'élection. Mais pourquoi ? Il ne faut pas oublier, à l'époque, qu'est-ce que disaient les sondages en Ukraine il y a 2 ans ? Il disait que Zelensky était battu et que celui qui allait gagner, c'était Zaloujny. Zaloujny, c'était le chef d'état-major des armées qui est très, très aimé par... Qui a été évincé par la suite. Et qu'est-ce qu'a fait Zelensky ? Il l'a enlevé du commandement des armées, il l'a envoyé ambassadeur en Angleterre pour qu'il ne le dérange pas. Donc on voit bien que Zelensky ne voulait pas l'élection, non pas parce qu'on était en guerre, mais parce qu'il allait être battu. Ouais. Et ce que veut Trump aujourd'hui, effectivement, et ce que veulent... moi, je peux vous assurer, je connais bien les Ukrainiens, enfin certains Ukrainiens, en particulier de l'Assemblée ukrainienne, et que je vois régulièrement. Et qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent, il faut qu'on fasse une élection et qu'on reparte sur de nouvelles bases. Parce que ce qui s'est passé durant cette guerre a été une horreur d'un certain côté. D'un autre côté, il y en a qui se sont mis plein les poches, il faut le savoir aussi. Oui, il y a eu des cas de corruption pendant la guerre, avérés de tous les côtés. Zelensky a dû virer 2 ministres et adjoints ministres pour ça. Et c'est la petite partie de l'iceberg, parce que quand on voit ce que disent les Américains aujourd'hui sur ce qui est arrivé par rapport à ce qu'on a envoyé, il y a quand même des questions. Il y a des... Et vous savez, quand vous allez à Kiev, il y a les gens qui souffrent, ceux qui font la guerre, qui font. Et puis il y en a qui chez qui l'argent coule à flot. Quand vous allez plutôt Côte d'Azur, Courchevel, exactement, et vous les retrouvez ailleurs. En Pologne, vous les retrouvez. Et là, vous voyez que c'est pas perdu pour tout le monde. Comme toujours, toutes les guerres, c'est pareil. Il y a des profiteurs dans toutes les guerres. Il faut dire la vérité. Il n'y a pas qu'en Ukraine, mais malheureusement, c'est comme ça. Et là, donc sur les élections, il y a ce potentiel départ. S'il est élu, si le président est élu, ils lui auront préparé le travail, il n'aura qu'à signer. Mais qui sera le candidat, aujourd'hui c'est ce qu'on ne sait pas encore. Vous avez des noms C'est ce qu'on ne sait pas encore, mais quand on voit la capacité d'influence des Occidentaux dans leur propre pays, comme on le voit chez nous, comme on le voit partout, je pense que tout le monde va sélectionner 1 ou 2 candidats qui soient acceptés par tout le monde. Oui, y compris les Russes, c'est ce que vous dites. Y compris les Russes, exactement. Alors justement, aux États-Unis, il y a quand même une branche qui reste extrêmement belliciste en Ukraine et en Europe. Et certains accusent Donald Trump d'être un ex-agent du KGB. Ça va jusque-là, en disant, en fait, il est tenu par Moscou, Donald Trump. Oui. On entend ça. Mais attendez, les néoconservateurs, c'est les fameux néoconservateurs. Oui. Bon, ce sont des gens qui nous ont amenés à la guerre dans tous les coins. Il faut savoir, c'est quoi les néoconservateurs ? Monsieur Kagan, Monsieur Kagan, c'est le chef actuel des néoconservateurs. Sa femme s'appelait Victoria Nuland. Victoria Nuland, c'était l'ambassadrice des États-Unis à l'OTAN qui a fait l'histoire de la place Maïdan. Elle a dit que ça avait coûté 5 milliards dans une déclaration. Elle l'a dit publiquement, absolument. Oui, au Congrès. C'est si vous allez lire les annales du Congrès américain, son interview, son audition, comme on dit, elle le dit dedans, elle dit ça nous a coûté 5 milliards, on n'allait pas lâcher. Et on voit une vidéo d'ailleurs d'elle et John McCain qui filment le Maïdan, tels des marionnettistes, regardant la foule qu'ils ont provoquée. Les néoconservateurs, si vous voulez, ont joué un rôle, mais essentiel. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi qui sont ces néoconservateurs. Brzezinski, c'est celui qui était le secrétaire d'État américain, qui a fait le livre qui est la base même de la pensée des néoconservateurs américains. Bon, il venait des pays de l'Est. Toute l'équipe actuelle des néoconservateurs, ils sont tous venus des pays de l'Est. C'est-à-dire que ce sont eux-mêmes, ils ont vécu, ou leurs parents ont vécu
dans les pays de l'Est sous contrôle communiste. Ils sont échappés, ils sont partis, ou ils ont quitté. Et ces gens-là, ils ont une haine, alors, physiologique, il n'y a pas d'autre terme, c'est même pas idéologique, c'est physiologique, une haine physiologique de la Russie, parce que la Russie, c'est l'émanation ou le cœur de l'URSS ancienne qu'ils détestent. On voit bien ça. Et donc pour eux, mais c'est très grave si vous voulez, parce que alors que Trump vous dit l'ennemi des États-Unis, c'est la Chine, eux disent non. L'ennemi, c'est la Russie. Ils ont confondu l'ennemi principal, qui est la Chine, avec un ennemi secondaire, qui était la Russie. Et pour arriver à le faire admettre au monde entier, ils nous ont manipulés exactement de la même manière que pour la guerre en Irak, si vous vous en souvenez, où Chirac avait refusé de la faire. Eh ben, les Européens se sont fait manipuler par les Américains pour faire cette guerre. Pareil. Mais ça continue. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, là, Trump vient de prendre le pouvoir d'une nouvelle Ukraine. Prenons la Géorgie, la Biélorussie, la Roumanie. Prenons la Roumanie. Alors, attendez, avec cette annulation d'élections. On voit bien que la manœuvre est un peu similaire. C'est intéressant à deux points de vue, sur deux choses, si vous voulez, ce que vous venez de mentionner, parce que sur le plan, par exemple, regardez la Roumanie. Vance l'a rappelé d'ailleurs dans son discours à Munich, et il nous a mis une volée, c'est moins qu'on puisse dire, en nous rappelant quand même un certain nombre de vérités. En Roumanie, un candidat imprévu par l'élite, toujours à planifier les élections en Roumanie, un candidat non prévu par l'élite arrive en tête au premier tour, mais avec une avance considérable. Panique générale à Bruxelles et partout. On ne va pas laisser passer quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui n'est pas de notre bord, qui n'est pas on va marquer une courte pause et parler plus en profondeur de la Roumanie, parce que c'est intéressant, et des déclarations des uns et des autres. 0826 300 300 si vous souhaitez réagir ou poser vos questions. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. On se retrouve avec Alain Juillet pour parler de Ukraine, Europe, Russie et États-Unis. On parlait avant la pause de la Roumanie, un cas emblématique de cette ingérence perpétuelle. Alors certains y voient l'ingérence russe dans ce premier tour de l'élection où le candidat indépendant Khalil Georgescu est arrivé largement en tête, sans aucune preuve d'ailleurs, en disant que ce serait encore un coup des Russes, alors que pour certains c'est le parti en place qui a fait monter les choses. Et puis alors il y a toute une intelligentsia qui nous dit que c'est très bien d'annuler les premiers tours d'élections démocratiques parce que les gens ont mal voté. Oui, mais c'est ce qu'a dit Vance à Munich. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie ou des pays démocratiques qui décident d'annuler une élection faite démocratiquement sous prétexte que le candidat qui est en tête ne leur plaît pas? C'est invraisemblable. Enfin, quand on le dit comme ça paraît absolument incroyable. Mais c'est dit comme ça, et c'est ce qui se passe. Dit comme ça. Ce qui est intéressant, alors, c'est que d'une part, jusqu'à nouvel ordre, en tout cas, moi, j'ai pas vu la moindre confirmation qu'il y avait eu une ingérence russe sérieuse. Il n'y a pas de preuve aujourd'hui. Exactement. Qu'il y ait eu, comme toujours et comme tout le monde le fait, tous les pays interviennent dans toutes les élections, mais plus ou moins, mais il n'y a rien eu de probant, si vous voulez, qui est sorti. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus que ça, c'est les derniers sondages. Parce que, ça y est, on annonce que l'élection va se refaire. Mais à partir du premier tour, c'est ça. Ils n'ont pas pu éliminer, bien entendu, le candidat. Et alors, ce qui est très intéressant, il n'a pas pu parler, puisqu'on l'a accusé d'être pro-russe, il n'a pas pu parler. Alors, vous avez eu les derniers sondages incroyables, on craint qu'il passe au premier tour. Mais qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? Ils pourront rien faire. De la Cour suprême. Mais non, ils pourront rien faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple en a marre des élites corrompues qui dirigent le pays selon leurs intérêts et leur vision du monde, et non pas selon l'intérêt du peuple, et que le peuple y réagit. Oui, mais le peuple... Et ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il n'y a pas que là-bas que ça se passe. Est-ce qu'il peut réagir? Parce que la Roumanie est quand même un pivot central du dispositif de l'OTAN en Europe. Il y a eu des milliards investis dans une nouvelle base, des ventes d'armes à foison, encore de nouveaux contrats annoncés par le ministre de la Défense. Très importante, une base américaine très importante. On ne va pas laisser partir un pivot pareil côté russe. Oui, mais attendez, les forces de l'OTAN. Mais ils partiront pas côté russe. Ils resteront simplement. Ils n'ont pas la même vision que la vision de Bruxelles. Et comme Trump, à travers Vance, comme Trump a été extrêmement clair là-dessus, autant vous dire qu'ils vont réfléchir à deux fois avant d'intervenir en Roumanie sur les élections, les Bruxellois, parce que ça va leur poser un problème quand même. Parce que Trump est derrière et va leur dire attention. On se calme.
on se calme. Parce que c'est vrai que la Commission européenne a dépensé aussi beaucoup d'argent dans les médias avant les élections européennes. On a vu cette information-là. Également sur des lobbying pro-écologie, sur le Green Deal, pro-climat. Sur le Green Deal, sur le climat. Ils ont... Comment penser sérieusement, si c'est pas des opérations d'influence illégales, je sais pas ce que c'est. Mais franchement, la Commission européenne qui paye des agences de lobbying pour influencer le vote de nous tous, des électeurs de différents pays, pour qu'on vote dans le sens qu'ils veulent, parce qu'ils savent que la plupart d'entre nous, on n'est pas d'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire c'est le cas sur les farines d'insectes, on n'en veut pas, mais 4% mais qu'est-ce que ça veut dire Et c'est fait avec notre argent. Mais c'est ça qui est étonnant, et justement de la part des européistes, ceux qui pensent qu'il faut aller vers toujours plus d'intégration, etc. Prenons le cas de Marine Tondelier. Historiquement, les partis écologistes étaient pacifistes, contre la guerre, contre toute forme de guerre. Au début, totalement. Aujourd'hui, voilà ce que dit Marine Tondelier, c'était hier, 80 000 morts, 400 000 blessés, 19 000 enfants déportés et rééduqués en Russie, 20% du territoire occupé, et il faudrait lâcher l'Ukraine maintenant. 3 ans après le début de l'invasion russe, je le redis, nous n'abandonnerons jamais l'Ukraine, jamais Slava Ukraini. Oui, mais écoutez... Bon, alors ça ne compte pas, évidemment, Trump, c'est pas qui c'est, mais ça dit quand même quelque chose d'un courant politique. Oui, mais vous avez eu la même chose en Allemagne, quand le chancelier Olaf Scholz a fait son gouvernement, il a mis comme ministre des Affaires étrangères la chef des Verts qui s'appelait Barbeck, Madame Barbeck, qui s'est écologiste et qui s'est révélée une va-t-en-guerre épouvantable. Alors la question qu'il faut se poser dans ces cas-là, c'est si les écologistes actuels, les chefs écologistes actuels, sont des gens qui sont des va-t-en-guerre, des guerriers qui veulent la guerre contre la paix, alors qui les influence ? Et là, évidemment, le regard se tourne vers ceux qui avaient intérêt à développer cette guerre ou à la faire. L'autre question, c'est celle de l'avenir, entre guillemets, de la Commission européenne, enfin des institutions européennes, qui sont alors totalement niées par la nouvelle administration américaine en disant « mais je veux même pas les voir, même pas leur parler ». Le drapeau européen, d'ailleurs, n'était pas présent lors du meeting hier entre Macron et Trump. Clairement, il y a une volonté là de dire « débrouillez-vous avec votre truc, mais moi je veux pas en entendre parler ». Si vous voulez, je crois que vous savez, les Américains sont des gens qui sont très froids et très réalistes. C'est souvent désagréable d'ailleurs pour ça, parce qu'ils sont d'une froideur totale. Ils voient leur intérêt et que leur intérêt, c'est tout. Et le reste, ils s'en foutent. Il faut dire la vérité. Et donc, quand ils ont en face des gens qui n'ont pas cette capacité, cette expérience, cette solidité qui font, ils n'en tiennent pas compte. Quand il y a des gens en face d'eux qu'ils respectent parce qu'ils disent celui-là, ou celle-là, c'est une solide, elle cédera pas, on sait qu'elle est solide et qu'elle peut faire un certain nombre de choses. Ils l'écoutent ou ils discutent. Mais évidemment, si vous êtes à rien du tout, vous pesez pas grand-chose. Alors, l'Europe aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'Europe aujourd'hui ? L'Europe aujourd'hui, c'est un groupe de pays qui est séparé en 3 blocs. L'initiative, ce qu'on appelle l'initiative des 3 mers, c'est les pays du Nord, les fameux dont on parlait tout à l'heure, tous les pays limitrophes de l'Union soviétique, ou dans l'Union soviétique avant. Ceux-là, ils ont des intérêts totalement différents des autres. Bon. Après, on a le groupe allemand qui a géré les dernières années, c'est eux qui étaient tout puissants. La zone allemande, cette zone-là, elle est actuellement en crise majeure. Et puis vous avez la zone sud, ce que les gens du Nord appellent le Club Med, c'est-à-dire nous, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Où là, nous, on a des déficits, on a plein de problèmes. Et on n'est pas pris, on n'est plus pris, c'est fini, on n'est pas pris au sérieux par les autres. Alors, la seule, en définitive, qui est en train par contre, de faire une progression incroyable, c'est Meloni. En Italie. L'Italie est en train de devenir le pays clé du sud de l'Europe. Il faut dire la vérité. Même en Europe, pour faire le lien entre États-Unis et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que quand je vous disais tout à l'heure les gens qui le respectent, Trump par exemple, qui respecte en Europe, moi je vais vous dire, il respecte Meloni. C'est clair. Et Orban, qu'il avait invité aussi. Et d'ailleurs, il les a invités. C'est pas pour rien, vous savez. Ceux qui ont été invités à son élection, Orban et Meloni, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il dit, ça c'est des solides, et que cela on peut discuter. Ça représente quelque chose. Alors, on a avec nous un auditeur, Xavier de Forac. Bonjour Xavier. Bonjour Alexis, bonjour Monsieur Juillet. Bonjour, on vous écoute. En fait, je voulais savoir votre avis sur cette question. Est-ce que la France
est encore en mesure, par exemple, de reprendre une politique plus indépendante sur le plan international, comme ça a été le cas dans le passé avec le général de Gaulle? Est-ce qu'on serait capable, nous, la France, de porter au XXIe siècle une alternative à ce partage du monde entre la Russie, la Chine et les États-Unis? Est-ce qu'on peut porter une voie plus indépendante, plus autonome, stratégiquement, sur le plan géopolitique, sur le plan industriel et commercial? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est utile et que ce serait une solution pour l'intérêt des Français et de la France? Merci Xavier. Alors, c'est une bonne question. Oui, alors moi je crois bien sûr que c'est possible, mais alors il y a un certain nombre de problèmes à régler avant, si vous voulez. Le premier, c'est que dans le système européen tel qu'on l'a vécu et tel qu'il est adopté, avec les textes, les traités qui ont été adoptés, le système actuel ne nous permet pas de voir une certaine indépendance. Il faudrait revoir l'article 11 et un autre article qu'il faudrait légèrement modifier, de manière à nous permettre, par exemple, de pouvoir refuser des accords qui ont été faits au niveau européen à partir du moment où nous considérons qu'ils ne sont pas intéressants à notre niveau à nous. Et ça, c'est parfaitement possible. Il y a des pays qui l'ont fait. On pourrait très parfaitement le faire. Bon, ça nous donnerait un petit peu d'indépendance. La deuxième, c'est d'accepter le fait que nos activités principales sont des activités qui peuvent être utiles dans les pays en développement, les BRICS et les pays du tiers-monde. C'est-à-dire cesser de penser que notre avenir se passe par les États-Unis et l'Europe, mais penser qu'au contraire, il faut qu'on développe nos activités, nos exportations vers les pays du tiers-monde et les pays en développement. C'est possible aussi, c'est une volonté, mais c'est possible aussi, c'est parfaitement possible et ça peut marcher. À ce moment-là, ça nous donnerait une certaine indépendance, si vous voulez, que nous n'avons plus aujourd'hui. Si on pouvait dire non à certains textes, regardez le coup du Mercosur, par exemple. On dit, mais non, on n'est pas d'accord, n'empêche qu'il faudrait que là, on puisse, par un vote du Parlement, dire non. Tout simplement. On ne l'appliquera pas, c'est tout. On ne l'applique pas, c'est terminé. Mais pour ça, il faut que le Conseil constitutionnel cesse d'outrepasser ses droits et il faut qu'on ait modifié 2 articles de la Constitution. Ça peut se faire très vite, ça peut se faire dans le cadre d'une élection présidentielle, dans le cadre d'un référendum, et le problème est réglé. Bon, si on développe les exportations vers les pays du tiers-monde, si on a aussi la capacité de tenir tête dans certains cas, je vous garantis qu'à ce moment-là, après, il suffit d'avoir des politiques qui ont le courage, évidemment, de le faire. Ça, c'est un préalable. Il n'y a pas les faits aussi. Alors, la France a beaucoup d'atouts, bien sûr, et c'est pour ça. Et on les garde. Mais dans les faits, si on regarde ce qui s'est passé en Afrique ces derniers mois, c'est une catastrophe. Oui, mais parce qu'on a fait une mauvaise politique en Afrique. Il faut dire la vérité. Moi, je connais bien l'Afrique, vraiment. J'étais encore récemment en Afrique. Je peux vous assurer, je connais beaucoup de gens dans beaucoup de pays d'Afrique. Bon, ils sont catastrophés de ce qui s'est passé avec la France. Parce que une chose, c'est de dire... Mais la faute à qui ? C'est notre faute à nous. C'est clair, c'est pas leur faute à eux, c'est la faute à nous. Parce que Emmanuel Macron avait l'air de dire mais c'est eux, mais non, mais parce qu'il faut arrêter de faire du post-colonialisme. Oui. Il faut arrêter de faire du néocolonialisme. Si vous voulez, on n'est plus. Il faut les traiter d'égal à égal. Le drame qu'on a eu en Afrique, c'est qu'on a refusé de traiter les pays africains, les dirigeants africains d'égal à égal. On continue à penser que nous sommes supérieurs. Non. Aujourd'hui, il faut se dire, on est tous pareils. Alors, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit depuis des années, c'est exactement à l'opposé. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'on soit viré. Mais quand vous discutez avec les Africains, ils vous disent « on n'est pas d'accord avec vos politiques, on n'a pas été d'accord avec vos militaires », mais nous, avec vos entreprises, si elles viennent en parlant et en travaillant d'égal à égal, il n'y a aucun problème, elles sont les bienvenues partout. Et je peux même vous dire, même au Mali, même au Niger, et même au Burkina Faso. Donc il faut reprendre tout à zéro, en quelque sorte. Mais oui, mais ça fait partie du jeu, si vous voulez. Il faut se remettre en cause. Le vrai problème, la France a une richesse formidable, à tout point de vue. La France est un grand pays, c'est une grande puissance. Mais encore faut-il être capable de rebattre les cartes pour dire il faut qu'on s'adapte à la réalité d'aujourd'hui. Il faut cesser de vouloir imposer une vision qui est une vision totalement passéiste. Qu'est-ce que c'est que l'Europe ? Entre nous soit dit, alors c'est très puissant au niveau économique, mais qu'est-ce que c'est que l'Europe par rapport au reste du monde actuellement ? On va répondre à cette question en dernière partie d'émission. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite sur Sud Radio 0826 300 300 si vous souhaitez réagir ou poser vos questions. À tout de suite. Poulain sans réserve, l'invité.
Et notre invité est Alain Juillet, ancien du renseignement, responsable à l'intelligence économique auprès des différents premiers ministres. On parlait de l'influence de la France dans le monde, qui a beaucoup périclité ces derniers temps, et pourtant les atouts sont nombreux. On se rappelle de la visite quand même de Modi en France juste avant d'aller voir Trump, et les relations semblent bonnes. Donc il y a quand même un pied dans le sud global vis-à-vis de ce qui pourrait se passer de ce monde multipolaire. Le fait que Macron était hier à Washington et pas à Kiev, est-ce qu'il y a peut-être là aussi le début d'une réflexion en plus haut lieu sur l'importance d'une diplomatie indépendante dans tous les points du globe, y compris au Moyen-Orient, où on a perdu beaucoup? Il serait temps effectivement qu'on revoie notre copie. On parlait de l'Afrique, on l'a perdu par notre faute, parce qu'on n'a pas su traiter les Africains comme il fallait. Quand vous voyez le Moyen-Orient, à l'époque du président Chirac, on était le pays le plus apprécié par les gens du Moyen-Orient, de l'Arabie Saoudite, enfin partout, parce qu'on avait eu le courage de prendre des positions qui étaient claires et qui étaient en plus, qui sont révélées les bonnes. Bon, quand on a des possibilités, on a des possibilités énormes partout. Et simplement, il faut pour ça se poser les bonnes questions et puis répondre avec de bonnes réponses. C'est-à-dire qu'il faut cesser de partir dans tous les sens et de dire un peu n'importe quoi. On a avec nous Claude de Perpignan. Bonjour. Oui, bonjour, merci à Sud Radio de me prendre et je merci à M. Juillet de sa contribution. Vraiment, je suis tout à fait heureux d'entendre enfin, parce que on vient de subir, depuis d'ailleurs l'élection de Donald Trump, on vient de subir tous nos experts de plateau qui nous expliquaient que Trump ne savait même pas négocier, qu'il lâchait tout à Poutine, etc. Et je l'ai quand même noté avec une anecdote aujourd'hui, c'est que finalement, Trump, il a tellement lâché à Poutine et il a tellement marqué sa volonté d'un accord final, en accord avec la reprise de contact avec la Russie, qu'aujourd'hui les Russes ne peuvent plus refuser ce que Trump va ajouter maintenant, comme par exemple, moi j'ai été frappé parce que dans la réunion hier avec la presse, la conférence de presse Macron-Trump et les questions des journalistes, est-ce que Poutine acceptera que des forces européennes soient sur place en Ukraine? Et il a répondu oui, je l'ai demandé à M. Poutine et il est d'accord. Et on nous fait entendre après que Poutine ne serait pas si d'accord que ça, mais sauf que qu'il soit d'accord ou pas, il ne peut plus dire que Trump est un menteur, puisqu'il a tellement intérêt à aller jusqu'au bout que maintenant c'est Poutine qui est muselé. Trump, il pourra imposer tout ce qu'il veut sur la suite. Est-ce que Poutine est muselé? Merci Claude. Une précision. Je crois qu'il faut bien différencier, parce que c'est là où ils jouent, nos gouvernants jouent là-dessus. Il y a les gens qui vont être les militaires, qui vont être sur la ligne de front. C'est-à-dire que quand on va faire la trêve, il va avoir la ligne de front, on va mettre des gens pour assurer qu'on bascule pas d'un côté ou de l'autre, qu'on la respecte. Bon, ces gens-là, il a été dit déjà par les Russes qu'il n'y sera pas des gens de l'OTAN. Donc je pense qu'il faut voir effectivement, et Trump a dit que ce ne sera pas des Américains. Donc on va trouver des gens qui vont venir pour faire ça. Et puis après, il y a ce qu'a dit le président français hier, en disant nous enverrons des troupes de paix qui seront... Alors la question c'est est-ce qu'on les met à la frontière polonaise et le long de la frontière ukrainienne, mais de l'autre côté, pour intervenir si les Russes voulaient envahir l'autre partie, ce qui est évidemment... ça ne se passera pas, ou alors est-ce qu'on les met à l'intérieur alors c'est ce que disait le président Macron, lui souhaite les mettre à l'intérieur. Le président Trump lui a été pas très clair là-dessus. Il a dit oui, on n'est pas contre, mais ça sera pas sur la ligne de front. Si vous voulez que des Français ou d'autres forment les troupes ukrainiennes, ça posera aucun problème. Par contre, qu'il soit sur la ligne de front pour garantir que celle-ci est respectée, difficile de demander à un des belligérants, parce que nous sommes belligérants, il faut dire la vérité. Nous fournissons des armes, nous fournissons la formation des gens. Enfin, on a formé, nous, en France, une brigade, la brigade de Kiev. Donc, on ne peut pas dire qu'on est neutre. Donc, comment voulez-vous mettre des gens qui ne sont pas neutres sur la ligne de front? C'est impossible. Donc, si vous voulez, on aura une séparation. On va le voir apparaître dans les semaines qui viennent. Oui, parce que le risque, c'est ça, c'est de voir l'OTAN qui s'impliquerait beaucoup trop en Ukraine, et ce serait une ligne rouge, ça. C'est la ligne rouge. L'OTAN ne doit pas rentrer en Ukraine, c'est clair. C'est clair. Et sur on en parlait tout à l'heure, in fine, Trump a
pour but de reprendre une vision impérialiste de la politique extérieure américaine, vis-à-vis de la Chine notamment. Et donc aujourd'hui, quelles sont les relations entre les États-Unis et la Chine? Est-ce qu'on risque de voir un nouveau front s'ouvrir du côté de l'Asie-Pacifique plutôt que maintenant l'Europe? Non, alors d'abord, il faut rappeler une chose quand même. C'est que effectivement, l'Amérique est un peuple guerrier. Hein. Bon, ils ont gagné la guerre du Pacifique, ils ont gagné la guerre en Europe en 1945. Bon, mais depuis, il faut le savoir, les Américains ont fait 52 guerres depuis. Vous vous rendez compte, c'est le record du monde. Jamais personne n'en a fait autant. Dans l'histoire du monde, jamais personne n'a fait autant de guerres. 52 guerres. Sur les 52 guerres, 51 ont été lancées par les démocrates et une par les républicains. C'était Bush après l'attentat du 11 septembre. Là, ça, on la comprenait, celle-là. Mais les autres, ce sont des démocrates. C'est-à-dire que les démocrates sont des guerriers. Les républicains, non. Et alors Trump, lui, il n'est pas guerrier du tout. Lui, c'est un homme de deal, c'est un homme de paix. D'ailleurs, moi, je reste convaincu. Alors, je vais faire hurler, bien sûr, ceux qui ne pensent pas en ce sens-là, hein, qui disent, tous les experts de plateau dont parlait notre auditeur, là, qui disent que c'est un monstre. Moi, je pense que l'année prochaine, Trump postulera pour le prix Nobel de la paix et il le méritera. Parce que Obama l'a eu alors qu'il n'avait pas fait la paix, alors que lui, il va la faire. Il l'a eu d'office, Obama, hein. Parce qu'il a été élu. Obama l'a eu pour rien. L'a eu pour rien. Alors que moi, Trump, il aura fait la paix en Ukraine. Il va faire la paix. C'est indiscutable. Cette année, elle sera faite à sa manière, mais elle sera faite au Moyen-Orient. Et on va voir que c'est un homme de paix. Et avec la Chine, il veut pas la paix. Il veut pas la guerre. Il veut un rapport de force suffisamment fort pour arriver à faire un deal dans lequel soit pas du équivalent, mais que les Américains soient gagnants par rapport aux Chinois. Et les Chinois, ils l'ont bien compris, parce que moi, je me dis, il y a des diplomates chinois qui me disaient, on a bien compris avec Trump, on change complètement notre logiciel. Il n'est pas comme les autres avant. On ne peut plus négocier avec lui comme avant. Il va falloir qu'on trouve d'autres formules. Et ils sont en train de réfléchir à d'autres formules diplomatiques pour discuter avec Trump. On a vu déjà sur la guerre sur l'intelligence artificielle, très vite les Chinois se positionnent. Vous savez, à chaque fois, ils vont faire du coup ils vont faire du coup par coup, mais en répondant chaque fois. Hein, vous avez raison. Quand on a vu le DeepSeek, l'intelligence artificielle chinoise, qui est un coup terrible pour les Américains. Trump, il annonce, j'investis 500 milliards dans l'intelligence artificielle, et vous avez les Chinois qui arrivent derrière, qui disent, nous, avec 5 fois moins, on arrive au même résultat. Bon, c'est une claque pour l'Amérique. Et en plus, c'est très grave pour la suite. Hein. Parce que derrière, il y a le quantique, et dans le quantique, ce sont les Chinois qui sont en avance. Donc, il va y avoir quantité de choses qui vont se passer passionnantes, et dans lesquelles on va voir des rapports de force, mais qui se termineront non pas par des guerres, mais par des accords. C'est pour ça que si vous voulez Taïwan, par exemple, oubliez Taïwan, c'est fini. Et dans cette équation, et pour finir, quelle place pour l'Europe ? Je pense que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui... Alors, si on était capable d'avoir une politique intelligente et d'être unis, il y a une place pour l'Europe formidable. Parce qu'à partir du moment où il y a deux blocs qui s'opposent, tous les autres pays, ils aiment bien avoir un troisième larron qui peut un peu brouiller les cartes. Donc on aurait une place à prendre. Malheureusement, l'Europe aujourd'hui, elle est éclatée en plusieurs morceaux. Et donc je vois très mal comment elle pourra réellement être efficace. Alors, pour que ce qui fait qu'il y a une nécessité absolue, effectivement, c'est pour la France, ce que fait actuellement Mélanie avec le développement sur l'Afrique, toute la politique qu'elle est en train de faire, elle essaie de se sortir en partie de l'Europe pour trouver des relais de croissance ailleurs. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse en France dans le futur. Eh bien, c'est ça qu'il faut qu'on fasse en France dans le futur. Merci Alain Juillet d'avoir été notre invité pour parler de l'état du monde et de l'Ukraine et de l'Europe et des États-Unis. Dans un instant, vous retrouvez Brigitte Lahaye qui va parler des émotions et des hommes qui ont parfois du mal à parler de leurs émotions. Alors pas Donald Trump, heureusement. Et on se retrouve demain, bien sûr, sur Sud Radio. Merci, à demain.